Dobroveče. U ime Narodne biblioteke Srbije želimo da kažemo da nam je veliko zadovoljstvo što smo gosti Kulturnog centra Srbije u Parizu, čim koleginicama i kolegama zahvaljujemo na gostoprimstvu i dobroj organizaciji. Ovo je prilika da se zahvalimo i Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije na podršci u organizaciji i realizaciji programa u ovoj instituciji. Večeras razgovaramo o romanu Milenijum u Beogradu, književnika, istoričara, univerzitetskog profesora i upravnika Narodne biblioteke Srbije Vladimira Pištala. Podsjećamo da Milenijum u Beogradu je objavljen 2009. godine u Srbiji, da je preveden na francuski, da se našao u najužem izboru za nagradu Temina i još 10 jezika. U Francuskoj su u prestižnim časopisima objavljene njegove pozitivne kritike i recenzije gde je doživljen, što je zanimljivo, pretežno nadrealistički, a u svojoj matičnoj zemlji pretežno realistički. Reklo bi se da su u pravu i Srbi i Francuzi. Milenijum u Beogradu počinje i završava se jednim izneverenim snom, legendom o nastanku grada, a unutar tog snovidnog okvira radnja je sveštena u period od 80. godina 20. veka do 1999. godine prošlog veka, kada je Srbija bombardovana od strane NATO-a. Unutar tog realnog okvira prati se sudbine glavnog junaka, najpre istoričara Milana Đorđevića, te njegovih generacijskih saputnika i sapatnika, njihova prijateljstva, ljubavi, promene koje u njima izaziva rat, a koji se tokom kraja milenijuma dešavao na prostorima ne samo Srbije, nego i drugim republikama bivše Jugoslavije. Pored navedenih junaka, jedan od važnih, odnosno čak možda i glavni junak, jeste sam grad Beograd. On, između ostalog, dobija glas u jednom poglavlju Milenijuma u Beogradu tako što biva intervjuisano. Sad, pomenuto je, dakle sad u ovom poslednjem delu uvoda, da je Milenijum u Beogradu, da u Milenijumu u Beogradu postoji jedan intervju i razgovor sa Beogradom. Sad, ako se krećemo donekle u duhu vaše proze i ovog romana, ako zamislimo da dva grada razgovaraju, šta bi onda Beograd danas pitao Pariz? Bonsoir. Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'être ici présent ce soir parmi nous et je voudrais spécialement remercier la Bibliothèque nationale de Serbie ainsi que le Centre culturel de Serbie de nous accueillir ici ce soir pour cette soirée consacrée au roman Millénaire à Belgrade de l'écrivain serbe M. Vladimir Pištalo. Je souhaiterais également remercier le ministère de la Culture et de l'Information de la Serbie pour le soutien dans l'organisation de cette soirée. Donc je vous présente ici parmi nous M. Vladimir Pištalo, qui est un écrivain serbe très renommé, qui est également actuellement le directeur de la Bibliothèque nationale de Serbie. Et je voudrais vous informer que le roman Millénaire à Belgrade a été publié en 2009 en Serbie. Il a été également traduit en français et il a été présélectionné pour le prix Femina. Les critiques étaient très positives en France, où le roman a été principalement perçu de manière surréaliste, ce qui n'était pas le cas dans son pays d'origine, où il a été perçu comme un roman réaliste. On pourrait dire en fait que les Serbes et les Français ont également raison. Millénaire à Belgrade commence et se termine par un rêve trahi, déçu, une légende sur l'origine de la ville. Et dans ce cadre onirique, l'intrigue se déroule dans la période depuis les années 80 et du siècle dernier jusqu'en 1999, c'est-à-dire lorsque la Serbie a été bombardée par l'OTAN. Et dans ce cadre, nous suivons les destins du personnage principal, qui est Milan Đorđević, et de ses compagnons générationnels, leurs amitiés, leurs amours, mais aussi les changements provoqués par la guerre en ex-Yougoslavie, en Serbie et dans les autres pays de l'ancienne Yougoslavie. En plus des protagonistes mentionnés, le protagoniste principal, c'est la ville de Belgrade. Elle-même est là une voix dans le roman. Et dans un chapitre du livre, la ville donne une interview. Donc la première question qui s'adresse à M. Pištalo, nous avons mentionné que dans le roman Millennium à Belgrade, il y a un chapitre interview avec Belgrade. Si nous imaginions par exemple deux villes qui se parlent, Belgrade et Paris, que demanderait Belgrade à Paris?
Ja ću odgovarati nešto kraće da biste vi mogli da prevedete. Sigurno postoji taj dijalog između Beograda i Pariza, o kome nisam razmišljao kad sam pisao knjigu, ali o gradu sam razmišljao kao jednoj ličnosti, tako da kažem, kolektivne psihologije. Imate individualnu ličnost i imate ličnost kolektivnu, aj tako kažemo, ličnost. I to osjetite kada dođete u drugi grad, da je on drugačiji po nekoj atmosferi, da je drugačiji po nečemu i to jeste kao neka individualnost grada. I ja sam zamislio samo trenutak da taj intervju sa Beogradom, kao kada biste intervjuisali nekog čoveka i o istoriji grada i o važnim momentima i tim promjenama i to je važan deo te knjige. Donc, en effet, on peut dire qu'il existe un dialogue entre Belgrade et Paris, même si je n'y ai pas vraiment pensé lorsque j'ai écrit ce livre. Mais on peut dire que chaque ville, c'est une personne, c'est-à-dire elle représente une sorte de psychologie collective, disons une personnalité collective. Et dans ce sens, chaque ville est différente, c'est-à-dire elle a une individualité différente, une atmosphère différente. Et dans ce sens, si on faisait une interview avec une ville, chaque ville aurait une interview différente car elle a une histoire différente. Na primjer, najveća razlika između Pariza i Beograda je to što je Beograd mnogo puta rušen. Tako reći, rad bi dolazio jednom u generaciji. Vrlo je malo generacija koje ne bi iskusile rad. I onda, naročito u 17. i 18. veku, u onome što ja nazivam barokni ratovi, borili su se Turska i Austrijska carevina oko Beograda, uglavnom, kao dva psa koji se bore oko kosti, pri čemu je kost bio Beograd. I on je u tome toliko puta rušen, toliko su, ja znam na primjer te građevine koje su postojale u 17. i 18. veku, džamije i crkve, od tih kamena crkava Turci su pravili džamije. A onda bi došli Austrijanci pa su od kamena džamija pravili crkve. Onda su prenosili kamen iz Beograda u Zemun, radili Zemun, popet iz Zemuna, taj isti kamen, upet u Beograd. I to je kao da je grad bio napravljen od voska. I kao da je taj vosak, taj plamen istorije stalno pretapao i kao da su te građevine bile puževi rogovi koje je grad puštao i povlačio u sebe. To kod Pariza nije postojalo jer postoji kontinuitet. Donc, en fait, je pense que la différence principale entre Paris et Belgrade serait celle-ci. Belgrade a été détruit beaucoup plus souvent que Paris. C'est-à-dire qu'à Belgrade, il y avait la guerre une fois dans le cadre de chaque génération. Chaque génération dans sa vie a vécu une guerre. Et là, je pourrais donner l'exemple des guerres baroques, ainsi dites, du XVIIe et XVIIIe siècle. Par exemple, vous aviez d'un côté les Turcs et de l'autre les Autrichiens, et au centre la ville de Belgrade. Et les deux puissances qui se battaient pour Belgrade comme deux chiens. Et à cette occasion-là, il y avait beaucoup de destruction. La ville de Belgrade a été détruite au XVIIe et XVIIIe siècle. Comme par exemple, les Turcs faisaient des églises, des mosquées, et les Autrichiens ensuite faisaient des mosquées, des églises. Et puis on transportait les pierres de Belgrade à Zemun, et puis de nouveau à Belgrade. Et Belgrade ainsi est devenue une ville, ainsi dite, faite de cire, ou qui ressemble aux cornes d'un escargot. L'escargot qui est capable toujours de rentrer ses antennes et de les ressortir lorsqu'il se sent, n'est-ce pas, en danger. Et ça serait la principale différence entre Paris et Belgrade, parce que Paris a une plus grande continuité. A ono što ste rekli za razliku između, pravo ste da je roman doživljavan kao nadrealistički u Parizu, a više realistički u Beogradu, zato što su postojale situacije koje su potpune, ja inače mislim da je nadrealno deo realno, to inače mislim kao načelno ove stvari, ali postojale su takve situacije 90-ih i inače, evo ispričat ću vam jednu.
Beogradski zoološki vrt nije imao hrane za životinje. I onda su te životinje dali ljudima da ih hrane. I onda je jedna žena hranila leoparda malog. I izvela je leoparda da ga šeta po Tašmajdanu. A jedna moja prijateljica je povela svog psa, koker španijela, da ga isto prošeta po Tašmajdanu. I sad leopard izgleda kao mačak. Mali leopard izgleda kao mačak. I sad biste mislili da će koker španijel da ga pojuri. Međutim, koker španijel se uspaničio jer je osjetio miris leoparda. Znači, koker španijel ne zna šta je leopard, ali očigledno postoje mirisi stariji od iskustva. Nama govore, evo sad sam prošao pored Ogista Konta, pozitivisti kažu da čovjek zna samo ono što je iskusio. Čovjek zna starije stvari od onoga što je iskusio i kad je taj pas osjetio miris leoparda, morala je gospodarica da ga ponese i da ga smiri. Ja kažem, u tim ratovima 90-ih svi smo mi osjetili miris leoparda. Svi smo osjetili miris stariji od iskustva. A kad pas ne zna šta da radi, kad ne zna da li napada ili da beži, pas počne da hrani. I ja mislim da je to jedna od definicija onoga što se desilo od 90. godina. En ce qui concerne votre commentaire, votre question sur le fait que le roman a été perçu ici en France comme un roman surréaliste et sur le fait qu'il a été perçu plutôt comme un roman réaliste en Serbie, vous avez raison. Je souhaite ajouter également que pour moi, le surréalisme est réaliste. Ce qui est surréaliste est réel en même temps. Et je voudrais dans ce sens vous raconter une situation, quelque chose qui s'est passé en Serbie dans les années 90 au jardin zoologique de Belgrade. Ils avaient plus de nourriture pour nourrir les animaux du zoo et donc ils ont demandé aux citoyens de la ville de nourrir les animaux. Et il y avait une dame qui devait s'occuper du léopard. Donc elle a pris le bébé léopard, elle l'a promené en ville. Et moi j'avais une amie qui promenait son chien, qui était un cocker spaniel. Et elle promenait son chien et le chien a vu le léopard. C'était la première fois qu'il avait vu un léopard. Il ne savait pas ce que c'était qu'un léopard. Il pensait peut-être que c'était un chat. Cependant, il a été pris de panique parce qu'il a reconnu l'odeur du léopard. Donc il y avait quelque chose qui était plus ancien que sa connaissance. Il avait senti cette odeur qui était une odeur qui était plus ancienne que son expérience à lui. Et donc c'est pour cela que on peut dire que même ce qui s'est passé dans les années 90, ça ressemble à ce qui s'est passé avec ce chien qui a reconnu cette odeur qu'il ne connaissait pas dans son expérience de vie, mais qui était plus ancienne que ce qu'il avait vécu, mais pourtant il l'a bien reconnu. C'est ce qui s'est passé donc chez nous et dans les années 80. Et je dirais que même le fait que le chien a eu peur de cette odeur, qu'il a reconnue et devant laquelle il s'est enfui, ça pourrait être utilisé pour la définition de la guerre dans les années 90 en Serbie. Zanimljivo je vaše zanimanje za biografije, počevo od naučnika Nikola Tesle, koji vam je bio inspiracija za roman Tesla Portret među maskama, jedan od najprevođenijih romana s početka 21. veka u Srbiji i nagrađen gotovo svim relevantnim književnim nagradama u našoj zemlji, te srpskog Nobelovca Ive Andrića sa kojim imate dijalog u romanu Sunce ovog dana, Pismo Andriću. Međutim, u Milenijumu u Beogradu taj roman je posvećen zapravo biografiji jednog grada, dakle Beograda. Moje pitanje je stoga, šta je za vas bio ili ko je za vas bio veći izazov? Tesla, Andrić ili Beograd? Votre intérêt pour les biographies est intéressant, à commencer par le scientifique Nikola Tesla, qui vous a inspiré le roman Tesla, un portrait parmi les masques, qui a été publié et qui a eu de nombreux prix, ainsi que le roman consacré au prix Nobel serbe Ivo Andrić, avec qui vous dialoguez dans le roman Le soleil de ce jour, lettre à Andrić. Et il est intéressant que dans le millénaire à Belgrade, vous êtes consacré non pas à la biographie d'une personne, mais à la ville de Belgrade.
Lequel des trois a été votre plus grand défi? Tesla, Andrich ou Belgrade? Sve te knjige su, trebalo im je dosta izučavanja, jer govorite o stvarima koje ljudima je stalo do njih i znaju dosta o njima. I ja sam, o Andriću je, problem je bio ovaj, to obično kažem. Ja jednim delom citiram Andrića i posle govorim svojim jezikom. I kada pišete na neki način kao da svirate u 4 ruke sa nekim ko je mnogo dobro, onda ona vaša deonica može da bude kao energetska praznina. Ako gledate glumce na sceni, kad je epizodista jako dobar, on pojede glavnog junaka. Onako energetski, nema ništa priča, on kao jednostavno ukrade svu pažnju. I onda je najgore bilo, u stvari, najveći izazov je bio taj da onaj deo koji nisu Andrićevi citati, da jednostavno kao da svirate različiti instrument. Neko odsvira na klaviru i sad uzmite čelo i nastavite da svirate i da tu postoji nekakav, ajde da kažemo, energetski balans. Ne naravno u vrednostnom smislu i tako, nego da nema energetskog pada. To je bio izazov za to, a za Teslu je, ja sam jednom bio ovako na tim, ne znam koliko je bilo knjižnih večeri, možda sigurno 100. I jednom u Banja Luci jedan čovjek ustane i kaže, znate, ovaj strašni rat je nama ostavio rupu u duši i tu rupu je popunio Tesla. Tako u Bogda. I ako je makar jednom čovjeku toliko stalo od onoga što radite, morate da budete jako pažljivi. I ja sam 8 godina radio tu knjigu, 8 godina je trajalo to izučavanje, baš iz poštovanja prema ljudima kojima je toliko stalo do te teme. En ce qui concerne cette question, je dirais que j'ai consacré beaucoup de temps à l'écriture de ces livres. J'ai énormément étudié, j'ai fait beaucoup de recherches, car il s'agit vraiment de figures extrêmement importantes. Je peux dire que pour l'écriture du livre consacré à Andrich, le plus grand problème, c'était comment vraiment lui rendre hommage. Et il y a une partie du livre qui est les citations directes de cet auteur, ce sont les citations de Andrich, et puis une autre partie où c'est mon écriture, ce sont mes mots. Donc c'est une sorte de partition à 4 mains, on joue sur un piano à 4 mains. Et puis bien sûr, le problème qui se pose, c'est comment faire de sorte à ce que votre partition ne représente pas un vide énergétique dans ce jeu à 4 mains. Et le défi le plus grand, c'était comment recréer un équilibre là où je n'utilisais plus les citations de Andrich. Et dans ce cas-là, c'était comme si je devais jouer un autre instrument, comme par exemple jouer le violoncelle et créer un équilibre énergétique. En ce qui concerne le livre consacré à Tesla, je peux vous dire qu'on a organisé une centaine de soirées consacrées à ce roman. Et une de ces soirées s'est déroulée dans la ville de Banja Luka. Et il y a un homme qui s'est approché de moi et il m'a dit, vous savez, la guerre a laissé des immenses trous dans nos âmes. Et j'ai rempli ce trou grâce à Tesla. Et donc je me suis dit qu'il faut vraiment faire très attention lorsqu'on écrit un livre sur une personne qui peut être si importante pour quelqu'un. C'est pour cela que j'ai consacré 8 ans de ma vie pour étudier, donc avant d'écrire, pour écrire ce livre. Kao što je pomenuto u uvodu, početak milenijuma u Beogradu smešten je u vreme snova. I kako se navodi, to je vreme večnog proleća i večnosti jednog grada. Nakon tog uvoda i kraja, koji se vraća u to vreme snova, večnosti, ja sam ga razumela kao zlatni vek, sledi pad u realno vreme. Najpre u 80. godine 20. veka, a onda u ratom zahvaćenu bivšu Jugoslaviju, njene zemlje i bombardovanje. Taj pad iz zlatnog proleća i večnosti u tragičnu prolaznost zapravo pisac, odnosno taj koji pripoveda, na neki način okrivljuje tog koji sanja i koji je zapravo izneverio svoj san. Termin je malo drugačiji. Ver sacrum je sveto proleće. To su koristili secesionisti, na primjer, taj izraz.
a proleće je stalno obnavljanje sveta. Andrić je govorio da nema toga što bi čovjek izgubio, što mu jedno proleće ne bi vratilo. A ovaj termin vreme snova nije uobičajeni termin, to je termin aboriđina australijskih koji govore to je vreme koje dolazi pre vremena, dolazi posle vremena i traje uporedo sa vremenom. To je sve svuda. To je jednostavno kategorija van normalnog toka vremena, znači jedna stvaralačka magma iz koje dolazi, iz koje se stvarnost nekako upreda. Potencijal se upreda u stvarnost. A ovo što vi govorite, taj čovjek, žao mi je što ne mogu da pročitam sada, taj osnivač Beograda, on beži od kentaura koji ga gađaju strelama i prepliva Savu i padne pod Kalemegdansku stenu i usne grad. I to je jedan idealan grad u kome šetaju mladi ljudi koji jedno drugo greju dahom, stari ljudi koji se ljubazno odnose jedni prema drugima, vinarije uređene kao biblioteke, ukratko jedan idealan grad. A on je pobegao iz urlajuće divljine. I onda on sada pogleda taj grad i osjeti se, i treba samo da ga dohvati, da otvori kapiju i da uđe u njega, i osjeti se nedostojan svog sna. I na neki način se podsmehne onom što je pred njim i povuče se nekako i ne uđe u njega, nego se vrati u urlajuću divljinu. I to je jedna priča o tom nedosanjanom snu i ja kažem, onda su bogovi proklali to mesto, da to mesto bude rana i taman kada zaraste da je zderu prljavi nokti. To je ova priča o svakoj generaciji koja ima rat i kaže to je bila kazna bogova čoveku koji se podsmehnuo u svom snu. Jer ne možete da se podsmevate snu. Ako kažete nekom volim te, posle ne možete da se šalite na to, nego je to ono, ako si rekao nešto, izdrži. Eto, to je postoji jedna osobina našeg mentaliteta koja naginje podsmehu kao vrsti bekstva iz situacije, a ima situacije s kojih ne treba bežati, nego ih treba biti dorastao. Donc vous avez placé le tout début du roman, Millénaire à Belgrade, au temps des rêves, à l'époque du printemps sacré et de l'éternité d'une ville, ce qui est suivi dans le roman d'une chute au temps réel, c'est-à-dire à l'époque de la guerre des années 90 du XXe siècle en Serbie et en ancienne Yougoslavie. Et il me semble que l'écrivain semble blâmer le rêveur d'avoir trahi son rêve et d'avoir provoqué cette chute depuis le printemps d'or et depuis l'éternité dans une fugacité tragique. Oui, en effet, vous avez raison. Donc, ce printemps sacré, ce vers sacrum, c'est donc un concept également qui m'est cher. Et l'écrivain Ivo Andrić, d'ailleurs, dit à ce sujet que même si vous avez tout perdu dans la vie, le printemps, un seul printemps peut vous rendre ce tout que vous avez perdu. Ensuite, malheureusement, il y a une partie que je n'ai pas bien saisie parce que monsieur parlait un peu trop vite sur les aborigènes, donc c'est peut-être qu'il va vouloir le redire, je vais lui poser la question. Et donc ici, le roman commence avec une partie qui parle de la création de la ville de Belgrade. Et je suis désolée de ne pas pouvoir vous lire l'extrait, de ne pas avoir le livre ici. Donc il y a un homme qui fuit devant une réalité terrible et qui est pourchassé par les centaures et qui traverse le fleuve et qui se pose devant le Kalemegdan. Et là, il s'endort et il fait un rêve. Il fait un rêve d'une ville, d'une cité idéale. Cette cité idéale a tout ce qu'il faut dans une cité, comme des bibliothèques magnifiques, des parcs, etc. Lui qui s'était enfui de cette réalité criarde et terrible, il voit devant lui cette ville, cette cité idéale, et il voit les portes de cette ville, et il peut tout simplement les pousser et entrer dans cette ville. Cependant, à un moment donné, il se sent indigne face à ce rêve magnifique et il se retire.
il n'entre pas à l'intérieur dans la ville. C'est-à-dire, il se retire et d'une certaine façon, il ne réalise pas son rêve. Et suite à cela, les dieux ont jeté une malédiction à la ville. Ils ont jeté une malédiction en disant qu'à chaque fois qu'il y aurait une blessure, même si cette blessure réussit à guérir, la plaie s'ouvrira de nouveau. Et ça, c'est la malédiction de cette guerre qui poursuit chaque génération dans la ville de Belgrade, ce dont je vous ai parlé au début. Donc cet homme qui s'est moqué d'une certaine façon, qui n'a pas réalisé son rêve, qui a failli à son rêve, c'est ce qu'il ne faudrait pas faire, je dirais, car il faut persévérer, il ne faut jamais trahir ses rêves. Et ça, c'est un peu malheureusement la mentalité serbe, c'est-à-dire le fait qu'on se moque un peu et qu'on fuit, on trahit parfois le rêve ou on fuit de la réalité. Ako se sad pozabavimo sudbina onih koji žive u realno vreme milenijuma u Beogradu, dakle oni koji su pali u ratno nevreme, vidjet ćemo da u ovom romanu ima raznostranih junaka. Od intelektualaca, švercera, mafijaša, sumnjivih trgovaca, poniženih, bolesnih i uvređenih. To su dakle bili prijatelji glavnog junaka Milana Đorđevića. Među svim tim sudbinama, jedna mi se posebno izdvojila, a to je bila sudbina Milanove prijateljice koja se zove Zora. Dobre žene koja zapravo umire zato što ne može da savlada život ili rat u kome se zadesila. Moje pitanje je stoga, da li je dobrota slaba u određenim situacijama, odnosno pitanje o slabosti dobrote? Bolje zvuči. Donc si nous nous penchons sur les destins des habitants de Belgrade, qui se sont retrouvés au milieu de la guerre, nous remarquerons qu'ils sont divers. Il y a ceux des intellectuels, des trafiquants, des mafieux, des commerçants suspects, des malades, des humiliés, des offensés. Et un destin qui m'a particulièrement marqué, c'est le destin de l'ami du personnage principal, Milan. Et donc ce personnage s'appelle Zora. C'est une femme bonne qui meurt parce qu'elle ne peut pas affronter, surmonter la vie ou la guerre dans laquelle elle s'est retrouvée. Et ma question porte donc sur la fragilité ou la vulnérabilité de la bonté. Pa ne znam, mislim da je to individualna stvar, da je individualno, mislim, snaga i dobrota su nekako odvojene stvari. Jednostavno je, to je bilo vreme, ovo vreme u kojem smo mi živjeli, 90. godina, je bilo vreme koje je gazilo po dušama. I čovjek može to da izdrži, da razvijaju različiti ljudi, različite strategije da to prežive, ali neki ljudi, ja mislim da to nije hotimičan izbor. Jednom je Kafka rekao, govorio je sebi o svojoj situaciji, i onda je rekao, je rekao u jednom trenutku, ja ovo više ne mogu, pa ko hoće, neka preuzme. I onda je srce reklo, ja neću to da preuzmem, bubrezi su rekli, ja neću to da preuzmem, i pluća su reklo, dobro, ja ću to da preuzmem. I on je dobio tu tuberkulozu, jeli? I on je umro tako što je istrgnuo pneumotoraks, bilo mu je dosta više da se nosi s tim. I jednostavno u jednom trenutku problemi psihički se jednostavno psihosomatski, ovo je poznata stvar, premeste na telo i neki ljudi jednostavno odustanu, da li, ja ne mislim svesno, ja mislim se dešava podsvesno, odustanu od borbe i jednostavno, ja sam gledao mnoge ljude u tim vremenima, moja priča bila individualna, a ne kolektivna tamo, i neki ljudi su prosto nestali, neki ljudi su prosto umrli u toj situaciji, Zora je jedan. Je pense en fait qu'il s'agit peut-être d'une histoire individuelle, c'est-à-dire une façon individuelle de faire face à ce genre de problème. Et à cette époque-là, cette époque dont je vous parle, les années 90, où on devait marcher sur les âmes, sur les gens, la bonté et la force étaient deux choses séparées. Et les gens adoptaient différentes stratégies pour faire face à cela. Et là, je pense à une histoire me vient à quelque chose que disait Kafka sur lui-même. Et lui, il disait, moi, j'en peux plus. Alors, qui c'est qui voudrait prendre le relais? Alors l'esprit a dit, bah moi je ne peux pas. Le cœur a dit, moi je ne peux pas. Les reins ont dit, non, moi je ne peux pas.
Et puis les poumons ont dit, d'accord, nous prenons le relais. Et en effet, Kafka est tombé malade de tuberculose et il en est mort. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est qu'il y a ces problèmes psychologiques qui deviennent également des problèmes somatiques. Et il y a des gens qui réagissent différemment et puis il y a des gens qui renoncent tout simplement à se battre car ils ne peuvent pas faire face à ce genre de situation. Donc il s'agit de différentes histoires et de réponses individuelles. Et donc cette dame qui se nomme Zora est tout simplement décédée, elle est morte parce qu'elle ne pouvait pas se battre. Pored ovog ratnog mikrosveta, konteksta u koji je roman smešten, on je pored toga i duhovit, vrlo je vitalan i ironičan. Jedno poglavlje, podpoglavlje, naziva se u njemu Pohvala ludosti i navodi se kako je Erazmo Roterdamski silu koja poziva ljude u rad nazvao ludošću, učeći da su njene sile, odnosno dojenje, bile pijanstvo i neznanje. Istovremeno, u ovom romanu ispisuju se i poglavlje u vidu pohvale ženskoj lepoti. I to onoj koja potiče od starije žene i ta lepota je nagoveštena tako kao da ima komadiće besmrtnosti. I paralelno, dakle, sa tragičnim sudbinama na koje je rat uticao, imate isijavanje, svetlost lepog. I vi zapravo sve vreme, ako bismo to vizualno oslikali, igrate se svetlosti i mraka u Milenijumu u Beogradu. Donc, malgré ce contexte de guerre, votre roman est aussi plein d'esprit, de vitalité, mais d'ironie aussi. D'ailleurs, vous intitulez un chapitre « Éloge de la folie » et vous y indiquez qu'Erasme de Rotterdam qualifiait la force qui entraîne les gens dans la guerre de folie, enseignant que les nourrices de celle-ci étaient l'ivresse et l'ignorance. En même temps, vous écrivez des chapitres sous forme d'éloge de la beauté féminine, en particulier celle de la femme plus âgée. Et sa beauté dans le roman a des parts d'immortalité. Et donc, dans ce contexte de destin tragique, il me semble qu'il y a la lumière de la beauté qui se dessine, comme une sorte de danse particulière de lumière et d'obscurité, n'est-ce pas? Svetlošću i senkom se ne igram ja, nego se igra Bog, ali i tih godina, 90-ih, to je bilo nepojmljivih ličnosti u javnoj sferi. Jedan narodni poslanik je pričao kako se rvao sa medvedom, nešavom se samo pričao, a drugi kako je lovio ribu dinamitom. To su ljudi koji su izabrani, znate, da predstavljaju narod ili šta ja znam. I u toj situaciji, to su neki ljudi iz Bošovog, Brojgelovog sveta, znate, neki koji su se odjednom pojavili tamo i to je potpuno kao iz Erazmove pohvale ludosti. Odakle sad ovo i šta se ovo dešava, to sam gledao i jeste, postoji ta žena koja je bila strašno lepa, jednostavno u sred te ludosti, te brojgelovske, erazmovske ludosti, čovjek vidi neke iskre. I bila je neka žena fantastično lepa. Mislim, ja sedim, ja sam bio urednik tada i ona je bila neka tehnička urednica i onako stvarno, kao stara Sofija Loren ili tako nešto, žena ima stvarno deo večnosti u sebi. I ja pitam svog tehničkog urednika ko je ovo, on kaže ona je bila ogromna lepotica, kaže ljudi su onako bili spremni da unište porodice zbog nje, kaže ona nije, sjetim se šta je rekao, udvarale su joj se i prave i lažne veličine. Ona nije obraćala pažnju, ona je išla svojim putem, ona je sada jako bolesna. To su bile te reči. Ja sam jednostavno sjećam se te oči, ta žena, i ona je upravo bila, baš mi je drago što je žena bila starija. Da je mlada žena uvijek može da vas potkupi tom erotičnom komponentom. A ovo je bila stvarno neprolazna lepota u sred ove pohvale ludosti i ona je jednostavno nekako prirodno držala balans tome, ali to mi se nametnulo, nisam ja to izabrao. Hoćeš nešto da dodam, ali molim vas Oui, en effet, ce n'est pas
pas moi qui joue vraiment avec la lumière et l'obscurité, c'est Dieu bien sûr qui joue avec la lumière et l'obscurité. Mais en ce qui concerne l'éloge de la folie, je dois dire que c'était en effet le contexte des années 90 en Serbie. Les représentants du peuple disaient des choses complètement folles, comme il y a un de ces représentants qui disait qu'il luttait avec un ours, un autre qu'il pêchait du poisson avec de la dynamite. C'était le contexte dans lequel nous vivions et dans lequel donc j'ai situé l'action de mon livre. C'était une atmosphère comme dans les peintures de Bosch ou de Bruegel, et ça ressemblait au contexte justement de l'éloge de la folie d'Erasme. Et donc j'avais rencontré cette femme qui était vraiment très belle au milieu de ce contexte de folie, et elle était comme une vraie étincelle de lumière, de beauté. Je travaillais à l'époque comme rédacteur en chef, elle était aussi une rédactrice et elle ressemblait à Sophia Loren en plus âgée. Et il y avait une sorte d'éternité dans sa beauté. Et les hommes, on m'avait dit que quand elle était jeune, tout le monde était amoureux d'elle, que les hommes étaient prêts à tout pour essayer de la séduire. Et on m'a dit, comme l'a présenté, que désormais, donc, elle était âgée et qu'elle était également malade. Mais donc j'avais été très heureux d'avoir pu la rencontrer, d'avoir pu voir cette femme, cette beauté, cette femme plus âgée, car elle représentait vraiment la beauté éternelle au milieu de cette folie. I onda, to je vreme stvarno bilo teško preživjeti. I nekako napraviti neki, jer je to, sve su se stvari raspadale. Prvo se raspadala zemlja kako se zove, installments, u delovima, ali onda se imali utisak da, evo ispričujem dve male metafore. Jedna je da mnoga plemena, ovo mi je kod Mirča Eliadeja, na primjer, su imali nešto što zovu stup sveta. Stup sveta je neka vrsta totema, ali su to imali i stari Germani, nisu imali samo Indijanci. I onda kada bi bio srušen nekom plemenu stup sveta, oni bi legli i umrli. Nema veze što se njima ništa nije fizički desilo, kad ti padne stup sveta, ti legneš i umreš. I odoleti toj entropiji, toj raspadanju je bila, samo to je bio roman za mene. Ima jedna priča o kojoj sam čitao u zabavnikovoj rubrici Verovali ili ne. To je naša dečja enciklopedija bila zabavnik u jednom vitezu u nekom mestu srednjovekovnom koje je moglo da bude Ahen ili Carcassonne i koji je bio osuđen da bude razapet konjima na repove. Vi znate, konjima na repove veže se jedna ruka za jednog konja, druga ruka za drugog konja, jedna noga za 4 konja, raznesu jednog čovjeka. I ovaj čovjek je bio čovjek izuzetne snage i on vrati konja. Povuče nazad i ovi kliznu i vrati konja. I sad egzekutori kažu šta da radimo, ovaj kaže neka se nastavi pogubljenje. I konji opet krenu i ovaj se napne i povuče i konji počne da klize u mestu i on vrati konje drugi put. I sad gledaju ovi ljudi i ovi pod kapuljačom i kažu šta da radimo, kaže neka se nastavi pogubljenje. I konji opet krenu i ovaj treći put vrati konje. I onda ovi kažu dobro, poklonit ćemo mu život. I ja kažem, ja sam taj vitez, moje različite iskustva, različite želje vuku na sve svoje strane, ja nastojim da ih povučem prema centru svoga bića, stomaku, i taj napor da ostanem ceo, to je ovaj roman. I to je na neki način objašnjenje što on znači. Et donc je voudrais ajouter encore quelque chose pour terminer cette réponse. Je dois dire que l'époque que décrit ce roman vraiment été une époque très difficile où tout était détruit. Tout le pays était désintégré, dépiécé. Et dans ce sens, je voudrais vous présenter deux métaphores. La première, je l'ai lue chez Mircea Eliade, et c'est la métaphore des tribus qui croient dans le pilier du monde. Et ce pilier du monde, c'est le centre de leur monde. Et si ce pilier est détruit, les membres de la tribu, ils se couchent par terre et ils meurent.
Ce roman, l'écriture de ce roman, pour moi, c'était cet effort d'essayer de résister à cette force d'entropie. C'est ce que j'ai fait en écrivant ce roman. Ensuite, je voudrais vous parler d'un autre événement que j'ai lu dans un journal pour les enfants. Et donc, c'était l'histoire d'un chevalier du Moyen-Âge qui avait été condamné à mort. Il était condamné à être écartelé à l'aide de 4 chevaux qui devaient le tirer donc par les bras et par les jambes et l'écarteler. Cependant, ce chevalier, il était tellement fort, il avait tellement de force que la première fois que les chevaux ont tiré, il a réussi à les retenir et à les faire revenir en arrière. Donc on a posé la question au bourreau, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Il a dit, réessayez de nouveau. Donc de nouveau les chevaux ont tiré, de nouveau le chevalier a réussi à les retenir et à les faire revenir en arrière. Ils ont fait une 3e tentative, mais le chevalier était de nouveau, pour la 3e fois, plus fort que les chevaux. Et je dois dire que pendant l'écriture de ce roman, je m'identifie à ce chevalier, à cet homme condamné à la mort qui était tiré de tous les côtés. Tous mes désirs me tiraient dans différents sens, dans différentes directions, et moi j'essayais de les retenir et de les faire revenir vers mon centre, vers mes entrailles. Et ça, c'était le roman pour moi. Evo kad to kažete, samo možda je ovo borba metaforama protiv dezintegracije. Et donc cette métaphore, en fait, ça signifie la guerre contre la lutte, contre la désintégration. I da posvetimo kraj našeg razgovora temi ljubavi, glavni junak Milan Đorđević voleo je u romanu nekoliko žena na određenom nivou i čini se da ipak svoju ljubav u celosti daje Beogradu. Gradu koji nije bilo lako ili nije lako baš voleti. I u jednom trenutku te identifikacije on kaže ja sam Beograd. I sad izmenit ću malo pitanje koje sam mislila da postavim. Da li to znači da je vaš glavni junak Beograd koji je bombardovan ili onaj Beograd iz sna, onaj grad koji, gde su mladi ljudi, gde je večna svetlost i sunce, kome ima mnogo biblioteka i lepih trgova, evo kao u Parizu. Consacrons la fin de cet entretien au thème de l'amour. J'ai l'impression que le personnage principal du roman, Milan Đorđević, même s'il a aimé plusieurs femmes, à un certain niveau, a donné son amour intégralement à Belgrade, une ville qui, par ailleurs, il n'est pas facile d'aimer. Il dit d'ailleurs à un moment « Je suis Belgrade ». Donc s'agit-il ici de Belgrade détruit par les bombardements ou du Belgrade onirique, intemporel, la ville rêvée dont vous avez parlé, cette ville idéale où il y a le soleil qui brille, où il y a plein de bibliothèques et de magnifiques places, comme ici d'ailleurs à Paris. Sigurno je idealni Beograd ako treba da biram, ali ne samo da gradove nije lako voleti, ni ljude nije lako voleti. Dostojevski je govorio čovjek ne može voleti bližnjeg nego samo daljnjeg. Obično kažu voli svoga bližnjeg. Mnogo je lakše neke berače pamuka od negde voleti nego komšije. Ja sam obično govorio ljudima koji su tako ponosni na svoju naciju, pokažite to prema komšiji i rođaku. To je ono kao provjera te priče. A drugo, imate onu staru metaforu da su ljudi takvi. Ljudi su kao ježevi koji imaju potrebu za bliskošću, onda priđu pa budu jedne druge, pa se povuku. Ne može, ovo zadnja stvar o kojoj mislim u zadnje vreme, čovjek ne bira koga će voliti. A ako bira, to je neki tehnički crtež ljubavi, to tako ne izgleda. Sad, da li ljudi vole i one koji im ne odgovaraju, pa jesu, vole i one koji im ne odgovaraju, ali ono što je rekao Schopenhauer, ovdje bi malo htio da proširim temu. Kao što se ne može ljubav nametnuti, ne može se nametnuti ni ono u što verujemo. Ovo je stvarno malo mističnija tema nego što izgleda, jer biste vi naivno mislili da će argumenti odlučiti da sada ja vam dam argumente i sada vi verujete ono što sam ja rekao. Ne. Postoji nekakva druga, dublja,
ne znam, neki dublji izbor, stariji od psihologije, koji odlučuje i o ljubavi i o veri. Donc je pense oui en effet que dans le roman il s'agit de la ville de Belgrade idéale, de la cité idéale. Mais il n'est pas facile bien sûr d'aimer les villes, mais il n'est pas plus facile d'aimer les hommes en fait. Dostoïevski dit aimer, il est très difficile d'aimer nos proches, nos voisins, il est beaucoup plus facile d'aimer ceux qui sont nos lointains. Et dans ce sens-là, je le dis toujours à ceux qui sont très fiers de leur nation, aux grands nationalistes, essayez d'aimer vos voisins, essayez d'aimer vos proches. Car les hommes, ils sont un peu comme alors désolé, j'ai un trou, des hérissons, voilà. Ils veulent toujours être proches les uns des autres, mais en même temps, ils se font du mal et ils sont obligés de se retirer ensuite. Et puis, de toute façon, l'homme ne choisit pas celui qu'il va aimer. Si on choisit celui qu'on va aimer, cela serait beaucoup trop technique. Je ne pense pas que ce soit vraiment la façon dont l'amour fonctionne. Et puis, il arrive aussi que les hommes aiment des personnes qui ne leur correspondent pas, qui ne leur conviennent pas. Et d'ailleurs, Schopenhauer dit que l'amour ne peut pas être imposé. On ne peut pas nous imposer ce dans quoi nous croyons. Et puis, de toute façon, da možete ponoviti samo što ste rekli na kraju, da ima neki dublji izbor. Rekli ste Donc, il y a un choix beaucoup plus profond à faire, et pour l'amour, et pour la foi, et nos croyances. Zahvaljujem na odgovorima i na prevođenju. I imamo vremena za još jedno pitanje. Da li želi publika da ga postavi? Izvolite, ako imate pitanje ili komentar na ovo što ste čuli. Donc je vous remercie, je remercie Monsieur Pichtalo de ses réponses, de sa présentation. Je remercie également l'interprète. Et maintenant, il nous reste encore un peu de temps pour une ou deux questions. Est-ce qu'il y aurait des questions? Dobro, ukoliko nema, evo jedno samo kratko. Uputit ću još jedno. Jeste, izvolite, možete na francusku, molim vas. Da li se u tome vidi isto srpski kvalitet srpskog čovjeka? Est-ce qu'on voit dans cela la qualité de l'homme serbe? Znate što, to je zaista interesantno pitanje, ajde, ja mislim da da. Ali sa druge strane vi biste mogli da kažete, pređete granicu između Francuske i Belgije i kaže, postoje belgijski oblaci. Jer su sad oblaci postali drugačiji u Belgiji. Mogli biste napraviti argument da su sve osobine na neki način univerzalne, da ljudi imaju sve tendencije, samo da se neke tendencije više izraze u jednoj sredini. Ali na neki način protivrečno. Ja mislim da knjiga u stvari ispituje ta neku osobinu, ajde, Beograda, psihologiju Beograda, atmosferu Beograda i mislim da je to prisutno. Je vous remercie de votre question. C'est une question intéressante. Donc, je dirais oui. Je pense que oui. Cependant, si on dit qu'on passe la frontière entre la France et la Belgique, est-ce qu'on peut dire que les nuages en Belgique sont différentes de celles en France? Je pense que peut-être les gens ont tous les mêmes qualités, les qualités universelles. Les gens possèdent toutes les tendances, mais ces tendances peuvent peut-être être plus fortes ou s'exprimer plus dans un certain milieu. Et dans ce sens, ici, je parlais plus des qualités ou des propriétés de la ville de Belgrade, de sa psychologie, de ses affinités.
Bio je ovo milenijum u Beogradu Vladimira Pištala u Kulturnom centru Srbije u Parizu. Hvala vam na pažnji, hvala gostu i prevoditeljki i da se setimo onog sna koji ukviruje priču o milenijumu, a on kaže da treba preuzeti odgovornost za svoje snove. Dobrodošli ste i sutra u 18:30. Zanimljiva tribina Kultura svetlosti u novom milenijumu o svetlosti iz filozofske, naučne, umetničke perspektive i predavanje doktora Vladimira Pištala o Tesli, ali ovog puta bez maske. Hvala vam na pažnji. Je vous remercie d'avoir été présent à cette conversation consacrée au roman de M. Vladimir Pištalo, Millénaire à Belgrade. Et je vous invite également de venir demain soir. Donc il y aura un événement qui commencera à 18h30 et qui sera consacré à la culture de la lumière dans le nouveau millénaire. Et il y aura donc un débat d'un point de vue culturel, scientifique, et également il y aura une présentation de Vladimir Pištalo consacrée à son autre livre sur Nikola Tesla.